Hey, bienvenue dans votre trio économique. Ça fait plusieurs semaines que Vincent s'amuse sur Internet à bitcher tous les urbanistes qu'il connaît. Sauf que il en connaît un bon urbaniste. Et il me dit, il faudrait lui parler. Vincent, je vais te laisser nous présenter ce qui, selon toi, est un urbaniste respectable. Écoute, on va voir, on va voir à la fin s'il va être encore respectable aux yeux de la collectivité pour nous avoir parlé. Mais Louis-Benoît, je l'ai rencontré, donc notre invité aujourd'hui, c'est Louis-Benoît, l'Italien Bruno. On se connaît depuis, j'ai envie de dire, 2005, donc il y a fort longtemps. Et Louis-Benoît est urbaniste de formation et surtout est un des urbanistes qui entretient certains. Louis-Benoît, je sais que ça va être cruel pour toi que d'autres personnes sachent ça. Il entretient des réflexes libéraux. Donc, soit il y a une tare génétique qui s'est produite, ou c'est quelqu'un d'une érudition exceptionnelle. Fait qu'aujourd'hui, le but, c'est un peu, parce qu'on parle tout le temps de zonage, puis de réglementation de l'aménagement du territoire, de code de construction, puis j'ai réalisé quand on en parlait qu'il y a tellement une vaste panoplie de manières que l'usage du territoire dans les villes est réglementé, que ça serait le fun d'explorer un peu des trucs le comment c'est fait, c'est comment la saucisse est faite. Donc, plusieurs types de réglementation. Fait que, Louis-Benoît, veux-tu, avant qu'on commence, je vais y aller avec je vais y aller avec une autre question après, mais tu veux-tu dire quelque chose un peu sur c'est quoi être urbaniste selon toi, là, pour enlever tous les préjugés que je pourrais avoir construits auprès des auditeurs? Bon, ben écoute, première chose, je ne sais pas si, écoute, il va falloir que, je pensais pouvoir parler de cette entrevue-là sur mon compte LinkedIn. J'ai maintenant un doute à savoir si j'ai vraiment envie que mes confrères et consoeurs de l'Ordre des urbanistes du Québec m'entendent par la suite, parce que là, je vais me mettre une belle étiquette dans le visage pour de ma carrière. Mais c'est pas grave, c'est peut-être le temps aussi de sortir cette vérité que j'avais enfouie en moi depuis un temps. Ouf. Ceci étant dit, écoute, ce que je peux te dire, c'est, écoute, peut-être juste me présenter un petit peu puis comprendre un peu mon cheminement. Regarde, oui, je pense que tu le savais aussi depuis le début des années 2000, c'est oui, mes études en urbanisme, petit détour aussi en économie, petit détour aussi en droit. J'ai travaillé dans le municipal pendant grosso modo à peu près une dizaine d'années. Ça fait maintenant 6 ans que, en fait, ça va faire bientôt 6 ans que je suis chez Paris Plus Associés, qui est donc une firme d'urbanistes à Laval, dont le clientèle est essentiellement des promoteurs privés et des propriétaires fonciers. Donc, essentiellement, moi, ce que je fais comme travail, c'est à titre d'urbaniste, c'est que je fais de l'accompagnement dans des projets immobiliers. Donc, j'ai vraiment vu les deux côtés de la médaille, je travaille les deux côtés de la table. Puis aujourd'hui, justement, mon travail, c'est d'accompagner du monde qui veulent développer leur terrain, qui veulent développer leur propriété, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis c'est quoi les procédures qui s'appliquent, puis dans quoi est-ce qu'ils et elles se lancent, puis qu'est-ce qui les attend. Tu vulgarises beaucoup de te présenter comme un vulgarisateur pour le promoteur immobilier pour parler le langage du fonctionnaire municipal. Est-ce que c'est quand même une bonne description de ce que tu fais pas mal tous les jours? Là? Je te dirais que oui, exactement ça. On fait le pont entre les administrations municipales, partout où il y a des permis, des autorisations spéciales à aller chercher ou des modifications à des règlements à aller chercher. Ben nous, finalement, on agit à titre d'intermédiaire là-dedans. Puis on travaille avec le politique, on travaille avec les fonctionnaires pour essayer de faire avancer les dossiers de nos clients. OK. Moi, je vais y aller avec une première grosse question. Puis là, c'est parce que quand les gens pensent zonage, il n'y a jamais comme un mot, il n'y a jamais une image que les gens voient en tête sur zonage. Ou s'il y en a une, c'est l'idée qu'il y a des endroits à usage exclusif. Donc, tu ne peux pas avoir une usine à côté d'une maison ou quelque chose comme ça. Peux-tu nous dire à quel point cette espèce de préjugé-là qui est présent, ou s'il n'y en a juste pas, que les gens ne sont juste pas capables de s'imaginer c'est quoi le zonage, qu'est-ce qu'il y a de tort dans ce que je viens de dire, mais aussi c'est quoi un peu la diversité des types de réglementation de l'aménagement urbain qui peut se faire par les villes? Ce que je peux dire, c'est que le zonage, c'est souvent le point de contact principal que les gens vont rencontrer au quotidien. Souvent, c'est un petit peu l'association souvent qui est faite de dire que l'urbanisme, c'est le zonage. La réalité, elle est plus complexe que ça. Le zonage est un outil d'urbanisme, est un outil qui donc peut
en fait, qui va souvent servir pour de la gestion de l'urbanisme d'une ville, mais ce n'est pas en effet que le seul. Le règlement de zonage, finalement, ça devient souvent le premier contact. C'est quand même aussi l'outil principal. C'est peut-être pas nécessairement, en fait, ce n'est pas la volonté de vouloir que ce soit l'outil principal. Il y a d'autres documents, il y a d'autres choses, je pense surtout au niveau des plans d'urbanisme qui souvent devraient être plus mis de l'avant, mais qu'au final, très souvent, surtout exemple au niveau du politique, c'est tout passe souvent par le zonage en tant que tel, qui est devenu un peu le fondement de base au final. Okay. Quand on parle de zonage, on a tous en tête un peu les petits carrés qu'on avait à SimCity quand on jouait, l'industriel, le commercial, le résidentiel, puis là, tu as du léger, moyen, puis tout ça, mais tu te rends compte, finalement, il y a toute une petite touche d'agricole là-dedans, puis après ça, quand tu arrives avec le commercial, tu te rends compte que il y a du C2, C4, CH. À un moment donné, quand tu commences à toucher à ce zonage-là, quelqu'un qui a eu à toucher à ça dans sa vie se rend compte qu'à ta peu, là, c'est pas si facile que ça. Moi, une expérience personnelle que j'avais, c'est qu'on avait un petit projet de peut-être faire des cages de frappeurs dans une municipalité toute petite à Saint-Anselme, dans Bellechasse. Puis, il a fallu payer 1 000 $ pour changer le règlement municipal pour permettre ce type de choses-là. J'avais le droit de mettre un bar de danseuses sur le terrain qu'on visait, mais je n'avais pas le droit de mettre des cages de frappeurs. Avec là, Mané, tu es là, tu te dis, il y a eu une sophistication au niveau du zonage au fil du temps qui a été amenée au Québec. Est-ce que tu considères que c'était nécessaire d'aller aussi pousser dans cette réglementation-là ou au contraire, on a peut-être exagéré un peu au niveau du zonage? On a clairement exagéré. Je vais te le dire clairement comme ça, là, oui. On a clairement exagéré. Je veux dire, un pays développé comme le Japon, une économie développée, est capable de se contenter pour à peu près l'ensemble de son territoire, des zones urbaines de son territoire, une douzaine de catégories de zonage. Juste, mettons, là, je vais te pousser, tu parles de catégories de zonage. Tu en as combien à peu près à Montréal, ballpark? Écoute, ça peut être extrêmement varié. Il y a eu un exercice. Pour Montréal, c'est bizarre à dire. On est moins présent sur le territoire de Montréal. Ce qui est particulier de Montréal, en plus de ça, je vais te le dire, c'est que tu n'as pas un règlement de zonage à Montréal. Tu en as 19. Pourquoi? Tu as 19 arrondissements à Montréal. Ah, OK. Chacun des arrondissements a des zonages différents. Exactement ça, tout à fait. Okay. Donc, ce sont certaines particularités de certaines villes avec arrondissements que dans certaines de ces villes-là, les chartes municipales donnent le pouvoir aux arrondissements d'établir leur propre règlement de zonage. Mais, tu sais, ces catégories-là, tu as à peu près 1100 municipalités au Québec. Certaines de ces municipalités-là sont divisées en arrondissements. Ben, je t'annonce que tu as 1100 quelques manières différentes d'appréhender le règlement de zonage. Okay. Tu peux avoir des villes qui vont avoir décidé de faire 17 catégories commerciales. Tu as des villes qui vont décider d'en faire 5. Tu vas avoir des villes qui vont avoir divisé leur résidentiel en 12 typologies différentes. Tu vas avoir des villes qui vont avoir décidé d'en faire 3. Laval est pratiquement rendu avec une seule parce que dans le bout du résidentiel, c'est logement tout court. Puis après ça, ils ont décidé de dire, bon, ben, les maisons de chambre sont un peu à part, puis le logement collectif, ça rentre dans une autre. Donc, c'est extrêmement varié. Et donc, tu as des cultures locales qui se développent par rapport à ça, des habitudes locales. Et là, je ne rendais pas dans l'effet que tu peux avoir des catégories, mais c'est qu'en plus de ça, dans ces catégories-là, tu peux avoir des clauses spéciales qui viennent dire, oui, mais dans telle zone, la zone C243, j'ai dit, je peux mettre telle catégorie, mais dans cette zone-là spécifiquement, en plus de ça, il y a tel usage qui se rajoute. Puis dans la catégorie C12, en temps normal, je peux mettre tel usage, mais dans cette zone-là, je ne le permettrai pas. Ça peut aller super loin là-dessus. Moi, ce que j'avais, ce que j'avais dans la petite expérience que on avait eue à l'époque, ce qu'on se rendait compte, c'est que quand on est arrivé au conseil municipal pour faire adopter le règlement de changement de zonage pour la bâtisse qu'on voulait faire, que finalement, on n'a jamais fait, là, ça coûtait 1 000 $. On a payé notre 1 000 $. Le DG a fabriqué le règlement. Puis, ma conjointe est allée au conseil municipal pour voir vraiment comment ça se passerait, si ça allait passer, si ça allait être houleux, il allait avoir un débat. Puis, elle est revenue, puis elle était comme un peu décontenancée. Elle a dit, le maire n'avait aucune calice d'idée c'est quoi que le directeur général parlait. Les conseillers s'en foutaient royalement. Le règlement a passé comme si rien n'était. Tout le monde s'en sacrait.
C'était comme, ah, OK, on va permettre du C8 sur ça, il n'y a aucun problème. Merci, bonsoir. C'est où ça, ce terrain-là? Bah, c'est à peu près dans ce coin-là. Ah, c'est correct. Là, tu te dis, ouais, vous venez de me coûter 1000 pour ça, moi, là. C'est même pas quelque chose qui est pris au sérieux à certains endroits. Là. Ça va dépendre des sensibilités locales, ça va dépendre de la situation. Il y a des endroits, en effet, où c'est super facile de faire avancer des dossiers. Des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Okay. Ça va dépendre aussi de quel sujet on parle. C'est-à-dire que si tu serais arrivé avec un abattoir, peut-être que ça aurait fait plus de soucis qu'un champ de pratique. Ben, pas un champ de pratique, mais des cages de pratique de baseball. Tu sais. Donc, puis je ne te cacherai pas non plus, il y a des endroits où tes cages, il aurait peut-être été même beaucoup plus difficile à passer dans certains types de voisinage plutôt que d'autres. Peut-être que tu aurais. Donc, écoute, je te dirais, tu as été chanceux à ce moment-là. Oui, ça a coûté un certain montant d'argent. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à une certaine époque, il y a des procédures qui sont associées à ça. Fait que ça te prend justement, oui, le DG qui l'écrit. Tu sais, d'un point de vue très économique, ben, ce DG-là, il y a une forme de valeur à l'heure. Tu sais, oui, c'est du public, puis il est payé pour montant fixe et tout ça, mais au final, il va quand même consacrer du temps. Ce temps-là, une valeur qu'il n'a pas consacré à un autre dossier. Des fois aussi, à une certaine époque, les avis publics étaient publiés dans les journaux, ça engendrait des frais. Mm-hmm. Donc, ce montant-là peut avoir un certain sens. Une modification de zonage, c'est parmi les procédures, je dirais, qui sont les plus substantielles qu'un dossier d'urbanisme va rencontrer par rapport à d'autres. Donc, à ce moment-là, ça peut venir avec des frais. Tu peux même avoir une procédure d'approbation référendaire. Au Québec, on a ça dans certains cas. Puis, en fait, quand c'est une question d'usage, dans pratiquement tous les cas, sauf rares exceptions, tu vas vouloir venir modifier ton usage comme ça. Techniquement, les voisins peuvent venir demander l'ouverture d'un registre. Quand le registre est ouvert, ben, ils peuvent se présenter à l'hôtel de ville, venir signer le registre. S'il y a suffisamment de registres, ben, techniquement, tu es obligé d'aller en référendum. Aïe. Mais on se rend compte que... On se rend compte que cette réglementation-là, on a l'impression que c'est un peu pour que la plupart des projets peuvent passer relativement facilement, il n'y aurait pas de problème, mais si on veut avoir un droit de regard discrétionnaire envers un projet quelconque, on se rend compte que les politiciens municipaux peuvent avoir ça facilement. Alors que tu te rends compte aussi avec les changements qu'on a vus, par exemple, à la loi 22 l'année passée, c'était que quand c'est le public qui, lui, doit rencontrer des difficultés au niveau du zonage, puis tout ça, on trouve toutes sortes de façons d'accélérer les processus puis de bypasser justement certains processus. Même l'expropriation devient très facile dans le cas de projets publics, alors que le public, de plus en plus, veut se garder un droit de regard sur tout ce qui est privé. Fait que la complexité du zonage peut faciliter ce droit de regard-là. C'est une fausse prémisse que j'ai dans ma tête ou quand on complexifie le zonage, c'est un peu ça l'objectif? Ce que je pourrais dire, c'est surtout que la ville a toujours les ressources pour accomplir les procédures auxquelles elle est elle-même assujettie. Une ville ne peut pas aller à l'encontre elle-même de son propre règlement de zonage, mais c'est elle qui maîtrise son règlement. Donc, si à un moment donné, elle souhaite le modifier pour accommoder un de ses projets, je veux dire, tu sais, c'est des fonctionnaires qui travaillent avec le règlement qui, au final, vont pouvoir dire, ben oui, écoute, on va passer par telle procédure, c'est le chemin le plus simple pour en arriver à ce résultat-là. Donc, c'est toujours, puis c'est un petit peu nous autres ce qu'on fait pour nos clients privés, c'est qu'on essaye finalement aussi de regarder parmi les différents outils lequel est le meilleur moyen de parvenir à l'objectif. Donc, pour une ville, ça peut être plus facile à ce moment-là, en effet. Puis, par contre, ce que tu disais, c'était aussi le fait, puis ça m'a vraiment rejoint, si tu viens de dire aussi, les procédures discrétionnaires. Oui, en effet, le zonage, c'est un règlement normatif. Le zonage, c'est un règlement qui va être conçu que quand il est adopté, son application concrète au quotidien ne relève pas des mains du politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un élu municipal qui va dire, bon, ben, ton projet, est-tu conforme au zonage? Oui, non, mais s'il est conforme, voici ton permis. Ça, c'est un fonctionnaire qui s'occupe de ça. Oui. Donc, adopté par le politique, mais il est d'application du fonctionnaire. Puis les fonctionnaires, le règlement est censé être écrit, un normatif, c'est blanc ou c'est noir. Ça passe ou ça passe pas. Il n'est pas censé y avoir de discrétionnaire. Il peut y avoir des petites difficultés d'interprétation des fois, mais en temps normal, il n'est pas censé y avoir une zone grise. Tandis qu'il y a une panoplie d'outils, puis là, je vais y aller rapidement, là, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, un PIA, un plan d'implantation d'intégration architecturale, une dérogation mineure. Donc ça, ce sont des outils qu'on va dire des outils discrétionnaires, et ces outils discrétionnaires-là, les permissions qui sont associées à ça,
eux, elles relèvent du municipal. C'est le passage au CCU, puis après ça s'en va dans les mains du conseil. Et c'est le conseil qui, par résolution, lors d'une séance, décide de les accorder ou pas. Et les outils discrétionnaires sont en pleine croissance. OK. Quelques années après le zonage, les règlements normatifs, mais aujourd'hui, on en rend compte de plus en plus, ce qui donne au pouvoir politique au Québec, au pouvoir politique municipal, une prise sur les projets, une empreinte de plus en plus importante. Parce qu'à une certaine époque, un PIA, c'était relativement exceptionnel. Maintenant, c'est pratiquement standard à beaucoup d'endroits. Il y a tellement de normes que, ça va prendre une dérogation mineure, ça arrive de plus en plus souvent. Les règlements se resserrent, puis là, finalement, va être tel règlement, telle ou telle norme. Ah non, tu ne peux pas passer par la dérogation mineure parce que c'est plus mineur. Alors, ça te prend un PPC moins. Ça, c'est ultime, là, c'est l'équivalent d'une modification de zonage et ça demeure politique. Donc, le politique a une prise grandissante sur les projets. Moi, je vais essayer de faire un argument de bonne foi. On va essayer de s'imaginer, là, puis je veux pas que tu fasses référence à les ceintures vertes ou les restrictions sur les hauteurs des bâtiments ou le type de bâtiment ou les ratios de superficie ou toutes ces affaires-là. Juste l'idée de la partition, de dire qu'on va ségréguer les usages. Puis, mettons qu'on reste ça à 3 catégories, là, juste pour le plus simple possible. Pourquoi tu voudrais dire que commercial ici, résidentiel ici, donne-moi l'argument best case pour qu'il devrait y avoir un certain zonage. Donc là on est dans la justification. On a l'air de tout partager l'idée qu'il y en a trop. Mais mettons, là, c'est quoi où est-ce qu'on n'en aurait pas assez? Puis c'est quoi la justification qui est donnée de base? Là, on va donner le meilleur argument possible. C'est quoi là, que pourquoi il devrait avoir, si tu penses qu'il devrait en avoir, ça devrait être quoi le strict minimum essentiel? La question des externalités, tout simplement, je te dirais, pour reprendre un vocabulaire un peu plus économique, c'est essentiellement la notion de ségrégation des usages, la notion de zonage, est d'abord née avant tout d'un besoin de se dire j'ai besoin d'imposer une norme pour que, je suis avec l'exemple de mon abattoir ou que ma raffinerie de pétrole ne s'implante pas à côté d'un quartier résidentiel déjà établi. Donc, si je suis capable de prendre les différentes fonctions de la ville, puis de dire, mais celle-là, elle est là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des nuisances que cette fonction-là génère, qu'elle soit résidentielle, commerciale ou industrielle. Mettons, je parlais de catégorie de base, mais mes fonctions industrielles, mes usages industriels, je les éloigne de mes quartiers résidentiels. De commercial, dans certains cas, peut aussi générer un certain nombre de nuisances. Donc, à ce moment-là, OK, je vais les éloigner, lui imposer des normes, puis je vais essayer d'agencer mon espace urbain de cette façon-là. L'idée d'une planification rationnelle, c'est une idée qui est née justement, donc, beaucoup dans le... C'est né de l'industrialisation essentiellement, puis des progrès technologiques vers je pourrais dire, pas la fin de la révolution industrielle. Écoute, tu vas être meilleur avec les dates de qu'est-ce qui est quoi, et tout ça, mais début du 20e siècle, fin du 19e, c'est né un peu de ces besoins-là, de dire que la ville est un espace à organiser de manière rationnelle et nous, le gouvernement, nous serions capables de faire cette chose. OK. Je vais follow-up sur ça. À quel point le marché est incapable de faire ça? Parce que là, tu me dis qu'il y a une justification, mais il me semble que le marché devrait être capable d'en faire une bonne portion de cette gestion-là. Donc, s'il y a un bar super bruyant, mais c'est rare que les gens qui veulent avoir une vie tranquille vont vouloir s'installer dans des maisons là. Ceux qui sont prêts à payer qui se sont dit, je préfère le loyer moins cher avec l'inconvénient, ils vont aller dans ce quartier-là. Donc, à un degré, il devrait avoir naturellement une certaine partition du territoire où est-ce que les gens vont se dire, OK, d'accord, ici, il y a plus de risques de X ou Y, mais à cause de ces risques-là, les loyers sont plus bas, ou si les risques sont trop élevés, il n'y a juste personne qui va aller là naturellement, autre que les industries ou autre qu'un certain type commercial. À quel point, tu sais, parce que ce que j'essaie de te faire identifier, c'est à quel point la prémisse de base des urbanistes, quand ils disent voici le strict minimum, à quel point il y a un biais anti-marché dedans, que le marché est juste pas capable d'en faire une bonne portion par lui-même. Je veux juste te faire identifier ça. Puis c'est pas pour admonir la profession, je veux juste savoir à quel point il y a un biais ou c'est quoi la croyance sur la capacité / incapacité du marché à gérer tous ces types de problèmes-là. Écoute, d'un point de vue de nuisance, ce que je te dirais, c'est que
la théorie économique puis une certaine expérience nous apprend que l'essai à lui-même, il y a toujours une forme d'organisation qui se produit. Pourquoi? Parce que un usage donné va rechercher un certain nombre de qualités et va être prêt à payer plus cher pour s'installer là où il pense que ces qualités-là sont présentes. Si je prends pour acquis, exemple, un centre de distribution, tu ne vas pas retrouver un centre de distribution n'importe où. Pourquoi tu vas vouloir avoir, exemple, un bon accès à des réseaux de transport? Bien, mettons qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, puis sinon c'est un résidentiel, comme ben moi aussi j'aime ça, d'avoir un bon accès à des transports. Ben, qui va vouloir payer, qui va avoir les moyens de payer plus cher pour pouvoir s'établir au meilleur emplacement qui représente cet accès-là? En temps normal, ça va être l'industriel qui va avoir plus d'avantages, qui va être prêt à y mettre le prix. Donc ça, cette théorie-là de la localisation des activités, je veux dire, elle est présente. Là. C'est de l'économie 101, je te dirais, là-dessus. Des modèles de localisation dans l'espace urbain. En matière d'économie urbaine, c'est de la stricte base et ça se produisait déjà de manière naturelle. Et dans des villes, Houston, pour ne pas la nommer, où est-ce que tu as... subtil. Ben non, tu avais dit, comme tu dis, c'était une très belle subtilité. C'est ça que tu voulais me faire dire depuis le début. Alors, oui, c'est exactement ça. Houston, voilà. Non, jamais. Ben non, c'est sûr. Je suis pas du tout mesquin. Mais c'est comme ça, mais donc ça se voit encore aujourd'hui. Puis, tu sais, écoute, oui, je te cite cet exemple-là, mais tu sais, c'est pas nécessairement toutes les villes dans le monde qui sont dotées d'outils d'urbanisme hyper sophistiqués non plus. Puis ça se remarque. Je veux dire, c'est ça, là où il y a moins de contrôle du sol, il y a quand même déjà des très bonnes tendances à dire si je suis un commercial, un usage commercial, je vais vouloir m'implanter en fonction de mon marché, de la clientèle que je recherche. Puis, en plus de ça, ben, parce que mon concurrent vient s'implanter là, ben, si je veux manger des parts de marché de mon concurrent, ça fait bizarre de dire, je ne m'en éloigne pas, je m'en rapproche. Parce qu'à ce moment-là, tous ceux qui sont en arrière de moi, mon concurrent ne les a pas. Puis moi, si je me rapproche de lui, je vais chercher ceux qui sont entre nous deux. Puis là, mon concurrent va faire, ouais, ben là, moi, peut-être que je vais essayer de venir m'établir encore plus proche pour venir. Et donc, cette idée de concentration d'activité commerciale se remarquait aussi de cette façon-là. Donc, je te parlais, bon, ça, l'industrie. Au niveau de l'industrie, ça peut être l'accès au marché, ça peut être aussi l'accès aux ressources naturelles. Donc, tu vas avoir aussi cette notion-là. Pour le résidentiel, des fois, c'est des questions de tranquillité, mais c'est aussi des questions de disponibilité de l'espace. Ça peut être aussi des questions d'accès à un marché d'emploi. Les villes étant aussi, comme on le sait souvent, des gros marchés d'emploi. Et même Alain Berthaud, si tu voulais que je le cite, bon, ben voilà, c'est fait. Donc, Alain Berthaud le dit lui-même, urbaniste, et voilà, urbaniste est aussi très, très sensible aux questions économiques. Le disait aussi, ben, une ville, c'est juste un immense marché d'emploi, finalement. Donc, encore une fois, si tu es prêt à sacrifier de l'espace pour être au cœur de là où il y a des emplois, tu vas convaincre le plus petit à habiter au centre, puis sinon, ben, tu vas vouloir t'éloigner, puis tu vas être prêt à faire plus de transport pour accéder au pôle d'emploi. Moi, ce qui me fascine... Dans ce que tu dis, je veux juste faire un dernier petit follow-up, Yann, puis ça, je te laisse bien vite. Dans ce que tu dis, là, moi, ce que j'entends, puis tu peux y aller par oui ou non à ma réponse, ce que j'entends, c'est que c'est ce que des économistes de gauche pourraient facilement dire aussi, pas besoin d'être libéral dans ce que tu viens de dire pour dire, ben, à un moment donné, il y a un degré que le marché peut gérer ces problèmes-là. Mais l'instinct économique là, dans la profession d'urbanisme, est-ce que tu es exceptionnel d'avoir, est-ce que tu as dit que tu as fait un détour via l'économie? Est-ce que tu es une exceptionnalité dans ce sens-là? Ou est-ce que les urbanistes qui se parlent sur la place publique nous donnent un échantillon mal représentatif du type de connaissance du reste de la profession ou des prémices du reste de la profession? C'est vrai difficile pour moi de parler de ce que mes pairs pensent exactement de leurs opinions. Je veux dire, tu sais, je ne te cacherai pas, là, je sais qu'il y en a qui sont plus sympathiques à Projet Montréal qu'à d'autres partis politiques. Mais en même temps, c'est parce qu'il y en a pour moi qu'il y a des situations qui, en effet, peuvent s'avérer problématiques. Des fois, il y a des usages qui sont déjà en place ou il y a certaines structures au sein de la ville qui est déjà en place. Je pense notamment, exemple, au dossier Raymond Logistique à Montréal, où est-ce qu'il peut y avoir un conflit qui va être ressenti. On sait que ce centre-là, je pense que c'est un centre de transbordement, donc au niveau de différentes matières. Il y a des quartiers résidentiels qui ne sont pas très loin, qui sont présents depuis tout aussi longtemps que le port de Montréal.
cette entreprise-là souhaite s'implanter là parce qu'il y a une excellente connectivité avec le port, avec du ferroviaire, avec le réseau routier supérieur. Mais donc, il y a ces conflits-là, néanmoins, je veux dire, existent. Puis, tu sais, je ne peux pas non plus nier que, oui, le marché va venir dicter quelques principes naturels. Puis, je pense que tous les organismes devraient y être sensibles. Toutefois, surtout quand on vit dans une économie de marché, rappelons-le, il y en aura pas moins qu'exemple, on peut aussi se poser des questions à savoir, est-ce qu'il y a la notion justement des externalités? Si un promoteur immobilier arrive dans une ville dans laquelle est-ce qu'à la base, il dit, bon, mais je vais venir implanter 500 maisons, mais que la ville est confrontée à une situation où, oui, mais c'est parce qu'on est déjà 3500 habitations dans la ville, puis mon usine d'épuration, elle a une capacité pour 3600. Il me reste une marge de manœuvre de 100. Si je te permets 500 maisons, même s'il y a un marché pour ça, même si le marché me dirait, bon, ben écoute, oui, il y a une demande, puis c'est justifié, puis c'est cette typologie-là qui répond à des besoins, ben en même temps, il y a cette fameuse question-là d'une gestion des infrastructures actuelles que la ville, elle est confrontée à ça, de dire au promoteur, ben écoute, c'est parce que est-ce que c'est à mes citoyens de payer un agrandissement d'une épuration pour que toi, tu puisses réaliser ton projet? Mais encore là, il existe des outils au niveau de notre gouvernance pour gérer ces questions-là. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme dispose de leviers pour une ville où est-ce que les projets proposés nécessitent des investissements en matière d'infrastructure, puis pour gérer la question que la part de ce qu'un promoteur devrait payer versus la part de ce que la ville, comme collectivité, devrait assumer aussi. J'ai pas de misère à m'imaginer l'intérêt des électeurs d'avoir des règles d'urbanisme parce que la journée que tu investis du capital de toute une vie dans une maison, tu veux aller chercher une certaine protection, que justement, il n'y ait pas une industrie à côté qui viendrait dévaluer la valeur de ta propriété parce qu'ils sont arrivés après coup. Parce qu'on comprend que le marché s'ajuste très, très, très bien dû au fait que, OK, tu as une maison qui est collée sur l'autoroute, tu as du bruit, ben, deal with it, au pire, elle vaut moins cher, puis c'était ça le compromis que tu as fait. Sauf qu'évidemment, si l'autoroute se construit après que la maison était là, ben là, c'est ça qui vient un peu venir problématique pour les citoyens. Fait qu'ils se disent, on aimerait ça avoir des règles, des lois pour nous protéger un peu contre ça. Puis ça, on dirait que c'est acquis quand même dans la population que cette réglementation-là est nécessaire. Le bout qui ne semble pas acquis, c'est ça qui me surprend le plus de la population, c'est qu'un excès de réglementation peut amener, à cause du discrétionnaire que ça donne, peut amener à de la collusion puis de la corruption. On a tous des gens qui ont navigué un peu dans l'entrepreneuriat, qui connaissent les entrepreneurs, on a tous entendu des histoires de gens qui avaient des beaux terrains, qui étaient zonés agricoles, qui étaient zonés commercial ou des zonages un peu spécifiques, qui essayaient de le dézoner pour faire du résidentiel, qui n'étaient pas capables de le dézoner, finissent par vendre le terrain pour une fraction du prix d'un terrain résidentiel, puis soudainement, l'acheteur qui l'a, quelques semaines après, pouf, le dézonage est octroyé, tout fonctionne. Puis tu te rends compte qu'à quelque part, ben, il y a un conseiller municipal que soudainement, il y a eu une cuisine neuve, puis on ne sait pas trop qui a payé. Là, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas à quel point la surréglementation favorise la corruption et la collusion, donne beaucoup de pouvoir autant à des fonctionnaires qu'à des élus. Puis on ne se méfie absolument pas de ça au Québec. C'est-tu tout dans ma tête, cette affaire-là, où effectivement, les gens qui ont les deux mains dedans peuvent dire qu'il se passe des affaires un peu louches dans certaines localités? Je te dirais que de mon côté, j'ai pas eu j'ai pas eu à gérer des enveloppes brunes à date dans ma carrière. Je pense ne pas avoir à le faire. Par contre, c'est un jour, quelqu'un m'aura déjà dit que si la commission Charbonneau s'était intéressée à des questions de zonage et d'urbanisme, il y aurait peut-être eu matière à faire une deuxième commission Charbonneau équivalente. Mais ça ne faisait pas partie du mandat de la commission. Donc, est-ce que, par contre, c'est peut-être aussi que je suis arrivé, entre guillemets, à un bon moment, moi, je veux dire, au niveau de quand est-ce que j'ai commencé, ben, c'est peut-être parce que, justement, il y a eu une espèce d'électrochoc. Il y a eu une certaine classe politique à une certaine époque qui a un peu levé les pattes suite à la commission Charbonneau et que, ben, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'il y a eu une plus grande sensibilité à ces questions-là. C'est une hypothèse, très honnêtement, puis c'est peut-être la seule que j'aurais à proposer là-dessus. Toutefois, à savoir, quand tu donnes du pouvoir à des élus,
puis que tu vas avoir des élus qui décident d'en profiter et de monnayer leur pouvoir, ben à ce moment-là, c'est sûr et certain que l'urbanisme se prête très bien à ça. Pourquoi? Parce que, justement, la valeur d'un immeuble n'est pas que déterminée par disons, des aspects comme on a discuté plus tôt, c'est-à-dire sa localisation. Tu sais, souvent, l'agent immobilier, c'est location, location, location. C'est les trois principaux facteurs, les trois choses les plus importantes, c'est ça, c'est la localisation, la localisation. Mais il y en a marre pour moi qui est dans la réalité aussi, c'est que la valeur d'un terrain peut significativement augmenter en fonction de l'étiquette de zonage qu'il va avoir, puis des possibilités de développement qu'il offre. Donc, dans un contexte comme celui-là, quand ça devient monnayable pour des individus de dire, ben écoute, si tu veux que ça change pour faire une passe d'argent, ben tu sais comment ça marche. Ben oui, c'est sûr et certain que ça va se prêter à ça. Quand tu réglementes, quand tu contrôles, puis tu décides de venir monnayer ton contrôle à la fin, c'est clair. Maintenant, au niveau des municipalités, des villes, le fait que tu aies des privés fait en sorte que tu as probablement des projets à gérer dans toutes sortes de municipalités. Si je te dis l'affirmation suivante, le feeling qu'on a, c'est que c'est extrêmement difficile de dealer dans les villes-centres, beaucoup plus facile de dealer dans l'ouest de l'île de Montréal. Ensuite, beaucoup plus facile de dealer dans les banlieues de Montréal, par exemple, où est-ce que là, il y a un appétit au développement. Puis finalement, dans les régions un peu plus éloignées, c'est extrêmement facile de dealer avec eux. Parce que justement, le développement économique est à la base de leur survie un peu. Est-ce que cette affirmation-là est trop simpliste ou on s'approche un peu de la vérité quand je te dis quelque chose comme ça? Je viens pas, il faudrait la nuancer un petit peu. Écoute, au niveau de l'histoire, mettons justement, on va se mettre dans cette perspective historique, on va faire plaisir à Vincent. Si je regarde les municipalités, les premières municipalités au Québec qui ont adopté des règlements de zonage, quelles étaient-elles? Mettons, voulez-vous essayer justement? Allez-y pour le faire. Westmount. Montréal. C'est sûr, ça part de Montréal. C'est quasiment, on aurait pu dire que c'est arrangé. Parce qu'en effet, dans les premières municipalités qui ont adopté des règlements de zonage, tu vas retrouver, oui, Montréal a été la première à avoir ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là aussi a été donné. Oui, Vincent a dit Westmount. En effet, des municipalités de l'ouest de l'île de Montréal et souvent des municipalités qui étaient plus prospères que la moyenne ont été parmi les premières. Quand on disait tantôt vouloir zoner pour protéger sa propriété, ben c'était exactement ce que Westmount a fait. Westmount, donc, ils voulaient ça d'abord et avant tout. Pour se protéger eux-mêmes. Il n'y avait pas un grand et noble intérêt public à ça. Tu es en train d'aller exactement sur ma prochaine question. Fait que, peut-être que je ne vais même pas avoir à poser. Ben, écoute, pour continuer mon explication, ça a été fait un peu ça. C'est drôle, le zonage est venu d'une drôle de coalition entre des gens, quand tu disais, des réformistes. C'était des gens qui étaient quand même souvent assez... Disons, je me place dans un contexte américain, là, la fameuse expression des WASP, là, White Anglo-Saxon Protestant. Les gens qui n'aiment pas le fun. Non, peut-être pas ce point-là, mais il y avait des bonnes... Ces gens-là. Écoute, ces gens-là, les WASP, la phrase en anglais, c'est « It's the terrible fear that somehow, somewhere, someone might be having fun. » C'était pas eux autres qui étaient donc dans les Roaring Twenties. Non. Eux autres, t'enlèves tout. Si t'as envie de faire le party, c'est fini. C'est bon. Mais écoute, c'était le même. Donc, c'était des gens qui étaient imprégnés d'un certain nombre d'idées, justement, de vouloir faire progresser la société. Puis parfois, c'était très noble. Parfois, c'était moins noble parce que parmi les façons qu'ils voyaient pour faire progresser la société, des fois, ils sortaient l'eugénisme, ce qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure technique au monde. Mais, je veux dire, il était donc épris de différentes idées, de dire comment le monde, le progrès doit avancer. Et, ironiquement, ils sont mis dans une coalition, au contraire, d'intérêts beaucoup plus égoïstes, qui se sont dit, bon, mais si on se met ensemble, puis que des règlements, justement, pour venir organiser de façon rationnelle les villes et donc participer à une réforme de comment le municipal se passe, parce qu'ils vont parler de copinage tantôt. Du copinage dans les années 20, c'était le standard. Donc, eux, justement, ils voulaient un peu venir réformer ces choses-là. Mais en même temps, les villes où ça s'est vu, quand les premiers règlements-là ont été faits, c'était exclusivement, très exclusif, justement, de vouloir venir créer des normes pour venir non seulement exclure des usages, mais aussi par la bande venir exclure des personnes. Parce que quand tu avais ta ville prospère, puis tu venir interdire les blocs appartements, puis tu zonais 95% de ta ville
Voilà. Donc, écoute, je pense peu importe ce que je vais dire, tu vas avoir des chouettes livres à sortir de la bibliothèque. C'est parfait. J'avais tout préparé ma petite étagère. Ouais, c'était tout mis sur The Land Economics était prête. C'est bon. Mais, et donc, quand tu peux pas, la Cour suprême des États-Unis avait même dit, écoutez, vous ne pouvez pas zoner du monde. Vous ne pouvez pas vous zoner de la couleur de peau. Mais si tu sais que pour certaines communautés, ben, ils sont moins en moyens, puis que c'est souvent certaines typologies résidentielles qui leur sont accessibles, ben, ce que tu peux faire, c'est t'assurer que ces types résidentiels-là ne soient jamais autorisés dans ta ville. Ben, Fait qu'il y avait une composante raciste au zonage au début des États-Unis. Oui, ben en fait, le livre que j'ai montré, là, pour ceux qui ne sont pas en vidéo, un des livres les plus importants présentement aux États-Unis, c'est by Richard Rothstein, The Color of Law, A Forgotten History of How Government Segregated America. Puis c'est sur justement les règles de zonage. Il y en a beaucoup de livres qui commencent à étudier la capture réglementaire du zonage, où est-ce que des gens qui avaient des intérêts pécuniers qui leur étaient propres ont fait alliance avec des gens qui étaient très, très racistes pour justement justifier certaines choses, mais avec des codes étranges. À Montréal, il y avait un exemple classique. Si tu demandes aux Italophones à Montréal, les choses qui ne s'étaient pas permis dans certains quartiers, c'était les Italiens aiment ça, mettre des sculptures de lions, mais c'est pas très esthétique. Et il y avait des jokes comme quoi que la ville de Montréal interdisait ça dans certains arrondissements pour pas que les Italiens viennent là parce que c'était une tradition italienne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un élément de mythologie dans la communauté italienne que la ville de Montréal n'aimait pas les Italiens. Mais dans tout ce qui est dit présentement, on a l'air de faire entendre que tous les zonages, on va laisser faire les autres réglementations parce qu'on va y revenir, je vais te poser des questions là-dessus, mais que toutes les réglementations, le seul problème, ça va être le discrétionnaire qui peut mener à de la collusion et de la corruption. Mais il me semble qu'on n'a pas besoin de ça pour dire que tu peux en avoir une surdose. Parce que j'ai intérêt comme politicien à jouer pour les électeurs qui détiennent de l'immobilier puis leur dire, regarde, je vais protéger la valeur de ton actif en restreignant la capacité des gens d'ajouter des logements. Donc, c'est même plus... J'ai même pas besoin d'invoquer, c'est juste un cherry on top, j'ai pas besoin d'invoquer le rôle de la collusion et de la corruption. Je peux juste dire que le politicien a une incitation naturelle au municipal à se la jouer pour les électeurs en disant ben regarde, je vais augmenter la valeur de ton immobilier, je vais faire un gros transfert de richesse, puis celui qui va payer, ben c'est celui qui n'est pas dans la ville maintenant, mais qui pourrait accéder à des jobs plus productifs ici, puis qui serait plus riche s'il pouvait venir en ville. Il semble que juste ça devrait être une source de problème. C'est très documenté, Vincent, là-dessus. Tu veux dire, tu sais, des cas de pas dans ma cour qui ont été appuyés par des élus, puis des élus qui ont fait du millage politique sur ces questions-là, puis qui ont gagné des élections sur ces questions-là. Ça s'est vu. Montréal-Est, il y a peut-être 1 an, 2 ans de ça, a fait un exercice. Écoute, j'ai juste le mot anglais, malheureusement, mais c'est du downzoning, c'est-à-dire que là où tu avais une plus grande liberté de construction, tu as au contraire rajouté des règles pour venir restreindre cette liberté-là. Donc, Montréal-Est l'a fait, Pointe-Claire l'a fait. La Caisse de dépôt et placement investit, je ne sais pas combien d'argent, bon, bien sûr, avec la demande du gouvernement pour venir construire un métro léger, écoute, de la rive sud à la rive nord et en passant par l'ouest de l'île de Montréal. Tu as dans l'antenne vers l'ouest de l'île le centre commercial de Fairview Pointe-Claire, sur le territoire de la ville de Pointe-Claire. Fairview Pointe-Claire voit à ce moment-là une super opportunité. Ils se ramassent avec une des gares du territoire de la ville de Pointe-Claire à leur porte. Se dire, écoute, je vais venir faire un projet, j'ai des milliers d'unités résidentielles que je peux venir implanter là. C'est rien que du stationnement, puis un petit boisé qui est dans ce coin-là. Ben, tu as eu une réaction excessivement forte. Les gens disaient, mais 15 étages à Pointe-Claire, comment pouvons-nous considérer une telle chose? Et tu as eu un maire qui a fait comme Élise et moi, et ça ne se produira jamais. Et donc, tu as une opportunité de créer un nouveau milieu de vie sur des terres qui sont essentiellement une patch d'asphalte sur laquelle on a dessiné des lignes de peinture et de dire je pourrais transformer ça, venir créer de la valeur foncière, amener des nouveaux habitants qui vont vivre à proximité d'un mode de transport en commun propre, pas polluant et qui vont avoir des services de proximité pour que ce soit leur épicerie ou d'autres biens courants. Ils vont juste pouvoir se rendre au centre commercial à côté.
Et tu as un maire qui est arrivé et qui dit comme moi, ça ne se passera pas chez nous parce que nous autres, à Pointe-Claire, on aime ça, nos maisons unifamiliales. Ben, c'était littéralement ça qui s'est passé. Et ce maire-là a gagné ses élections et a fait ce qu'il a fait. Il a tiré la plug sur la modification des outils d'urbanisme qui étaient en cours. Écoute, ta réponse a été exactement où est-ce que je voulais aller en prochain, parce que tu as mentionné le zonage pour uniquement les maisons unifamiliales. Ça, c'est une nouvelle tendance qui n'est pas tant appréciée dans le type de réglementation que les villes font, parce qu'on pense juste au zonage comme ségrégation des usages, mais il y a aussi maintenant les... Puis là, j'ai des livres, j'ai été faire la liste de ce que j'ai trouvé, puis c'est assez débile. Il y a, là, il y en a un qui va être en anglais, là, fait que je ne suis pas 100% sûr. Tu as les limites de hauteur. Tu as les limites d'usage, tu as les limites de floor to area ratio. Donc, si, mettons, j'ai un terrain de 1 acre, j'ai juste le droit de garder, disons, dans ce terrain-là, je dois placer, disons, les étages qu'il va avoir d'habitables peuvent juste être 1/4 de mon terrain ou 8 fois mon terrain. Donc, je peux pas, il y a une limite de densité. Donc, je ne peux pas construire une tour dans certains endroits où je dois avoir une certaine taille de bâtiment. Puis là, après ça, toutes ces affaires-là s'ajustent. Écoute, les DUA limits, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais que tu peux pas... que tu as des codifications différentes, parce que là, c'est genre, tu peux juste construire du unifamilial. Après ça, le nombre de places de stationnement minimum que tu dois avoir si tu es un commerce avec des règles débiles où tu dois avoir autant de places disponibles que dans ton jour le plus achalandé de l'année. Fait que tu as toujours des stationnements qui sont à moitié vides que les gens utilisent. Comment tu fais pour rester sain d'esprit avec toute cette réglementation-là, sérieux? Ben, la chose que je veux savoir, je sais que c'est... Mais à quel point... que de ça, là. Mais écoute, à quel point ces réglementations-là, toutes ces autres choses-là, les restrictions de densité, les restrictions sur le stationnement, à quel point ça a un coût économique qu'on n'apprécie pas, s'il y en a un. Puis c'est quoi la justification straight face, là? On va enlever toutes nos affaires de collusion, de corruption ou d'électoralisme. C'est quoi le straight face justification qui est donnée pour toutes ces espèces de niaiseries-là qui sont, puis que je les trouve paradoxales, soit dit en passant, que la plupart des gens qui me parlent de ça, c'est les mêmes gens qui me disent que l'étalement urbain, c'est atroce, puis qu'il y a trop de gens dans les banlieues, puis ils font tout pour empêcher de densifier les grandes villes. C'est quoi la justification? C'est quoi le coût? Puis pas la justification méchante, la justification qu'eux nous donnent straight face. Écoute, c'est arrivé avec tellement de choses dans ce que tu viens de dire. Je vais le prendre un peu par bout. Justement, tu faisais, écoute, l'énumération. Tu fais, trouve la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans Google, puis je te dis tout l'article 113. L'article 113 de la loi, c'est ce qui donne le pouvoir à une ville d'adopter un règlement de zonage. Le fait qu'il y a 113 articles me fait fâcher en soi. Là. Non, mais attention, c'est l'article numéro 113. L'article numéro 113 contient à peu près une vingtaine de paragraphes numérotés. Et ça, c'est le contenu de ce qui est possible de mettre dans un règlement de zonage. Et parmi ces affaires-là, écoute, tu vas avoir la liste au grand complet. Moi, j'avais commencé à juste me refaire une tête là-dessus. Puis je me dis, je vais me faire un petit outil à l'interne juste pour me rappeler un peu de faire mes liens. Puis, des fois, c'est bien de back to basics, comme on dit. Là. Mais écoute, au bout de 45 minutes, à décortiquer mes paragraphes, je commençais à être un peu tanné de le faire. Fait que j'ai mis ça sur pause. Mais juste pour te donner une idée, ça faisait 45 minutes, j'avais à peu près fait la moitié de comme classer les affaires et les mettre dans un langage un peu plus intelligent. Peut aller très, très loin. Puis je vais peut-être finir là-dessus. Là, ce que tu as nommé, là, non seulement les usages, puis tu peux faire des catégories d'usages comme tu veux. Il y a des villes qui se basent sur ce qu'on appelle le manuel de l'évaluation des biens fonciers, qui est un truc pour les évaluateurs agréés pour pouvoir comparer des propriétés similaires de même usage. Soit là, c'est une espèce de banque de données, on pourrait dire, sur Excel, là. Puis c'est une table avec des milliers d'usages possibles de terrain. Donc, c'est énorme, tant dans le commercial, l'industriel, le vacant, le public, le ci, le ça. Et tu as des villes qui vont prendre cette codification-là de milliers d'usages, puis qui vont comme la rebrasser et réutiliser les codes qui sont dedans. Fait que là, c'est comme, OK, toi, t'es quoi? Ben, parmi 5000 codes, il y en a un qui est le bon qui te correspond. Prouve-le. Donc, ça, c'est un premier point. Et les paramètres donc, de construction, j'oublie, puis là, tu n'as pas nommé dans ce que tu as mentionné, c'est par rapport à eux-mêmes, mais je peux te parler aussi, tu as parlé du stationnement, puis je vais aller rapidement sur le stationnement. Tu fais l'expérience des ratios de stationnement, c'est parce que la science pour déterminer les ratios de stationnement, puis ça, il y a eu de la critique là-dessus. Science. Ben, c'est ça, exactement ça, tu viens de le dire. Science, entre guillemets. Pourquoi?
parce que c'est le serpent qui mord sa queue lui-même. C'est que tu analyses des besoins en stationnement. Ces besoins-là en stationnement justifient le fait que tu as un bâtiment dans une maille d'asphalte, ce qui fait en sorte que ton cadre bâti finit par se distorsionner parce que tes distances augmentent, parce que tu as tellement besoin de stationnement que tes points d'intérêt dans les villes s'éloignent un peu plus. Fait que les gens prennent plus de voitures, finalement, parce qu'ils ont plus besoin de la voiture. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont besoin de plus de voitures, ils remplissent plus les stationnements. Les gens remplissent plus de stationnements. Oh, là, ils recalculent, c'est quoi, quelques années plus tard, le ratio type de tel usage. Oh mon Dieu, il y a bien plus de voitures qu'on pensait. Augmente encore les ratios minimums. Et là, la roue, elle recommence, et elle recommence, et elle recommence, et elle recommence. Donc, c'est auto-alimenté, ça, c'est un petit peu, et c'est Donald Shue. Ce que tu viens d'expliquer là, je peux-tu penser, par exemple, à une forme, le quartier 10-30, par exemple, où est-ce que, historiquement, ce type de commerce-là était dans des grands centres commerciaux, peut-être accessibles dans un métro, dans un transport collectif, mais que finalement, on a mis le marché un peu de la outlet, qui fait que ça prend des stationnements, ça fait que les bâtisses s'éloignent une de l'autre. Puis que quand tu regardes la structure d'un quartier comme ça, commercial, tu te dis que c'est quasiment impensable d'y aller à pied. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien d'aller là à pied. Il faut quasiment que tu changes ton véhicule de place de stationnement au fur et à mesure que tu vas dans les commerces que tu veux aller dans ta journée de planifier, autrement dit. C'est-tu un peu ça qui est observé, qui est décrit là comme phénomène? Bien, je te dirais que c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que tes formes commerciales doivent obéir à un certain nombre de normes. Puis là, la forme commerciale va réagir à ces normes-là, mais en même temps, c'est que la forme, après ça, alimente un besoin d'utiliser l'automobile. Et quand après ça, on réanalyse les besoins de stationnement des usages dans une forme donnée, là, à ce moment-là, on se dit là, on a encore plus besoin de stationnement qu'on pensait, parce que la forme elle-même a généré le besoin de stationnement. C'est pour ça, exemple, que tu vas trouver des situations où est-ce que dans des plus vieux quartiers, construits à une époque où il y avait moins de voitures, ben les besoins en stationnement sont parfois même. Tu vas avoir le même commerce, de même superficie. Ils vont faire peut-être le même chiffre d'affaires, avoir un achalandage similaire, mais la forme urbaine étant plus sympathique à la marche, puis parce qu'il y a plus de gens qui vivent proches, puis ça a été construit à une époque où tu n'avais pas besoin de mettre obligatoirement du stationnement, puis un certain nombre de cases de stationnement en fonction de ce que c'est d'usage, bien, ce commerce-là va fonctionner aussi bien avec beaucoup moins de places de stationnement que celui que l'établissement peut-être 15 km plus loin, construit dans un quartier qui, lui, date de l'époque de la banlieue, où est-ce que donc tu as plus de voitures. Mais ça, c'est parce que justement, quand le bâtiment de ton quartier central, pas de stationnement sur une rue commerciale très traditionnelle, a été construit, il n'y en avait pas de norme minimum de stationnement. Mm-hmm. Fait que lui, il vit de son achalandage, il vit de la présence des personnes autour, tandis que le même commerce, lui qui a été construit à l'époque où on mettait ces normes-là, bien lui, il a été construit dans un contexte où non seulement ça prend de l'espace pour ton bâtiment, mais ça prend de l'espace pour 30 places de stationnement. Puis ça, bien, ça en prend de la place. Puis là, ça éloigne justement, en effet, un peu, comme tu disais, ça éloigne tes destinations. Et ça augmente le prix du logement aussi, là. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'économie depuis le début, mais une critique qui peut être adressée parfois à l'urbanisme, c'est l'esthétisme. L'urbanisme amène... Exactement, je voulais m'en aller. L'urbanisme amène une certaine forme de standardisation, généralement. Est-ce que, justement... Tu sais, on sent, justement, dans l'ancien continent, dans le vieux continent, quand tu vas en Europe, du temps qu'il n'y avait pas d'urbanisme, évidemment, on voit que l'innovation pour exploiter le pied carré était un peu plus développée qu'aujourd'hui, disons. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de quartiers hyper standardisés, même que les maisons sont carrément toutes pareilles dans des rues complètes. Cette critique-là, comment elle est adressée au niveau de l'urbanisme? Puis est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'on est dans le champ de penser que c'est l'urbanisme qui a créé ça un peu? Écoute, juste avant que tu répondes, moi, peux-tu te demander de lier ça aussi avec, si tu peux, avec les affaires de préservation historique, parce que ça rentre dans la même catégorie de questions, là, de préserver des vieux taudis parce qu'ils ont été construits en 1905 ou quelque chose comme ça. Là. Si tu peux lier ça aussi, là, j'aimerais ça entendre c'est quoi ta perspective sur l'esthétique, mais en très grand général. Voilà une bonne commande, mais sur la question esthétique, tu sais, construire quelque chose tout pareil, ça peut venir des règlements, en effet.
Mais c'est qu'il y a aussi un avantage économique à standardiser. C'est-à-dire que quand tu as un plan, que tu le réutilises 75 fois pour faire 75 bâtiments, ben, je veux dire, d'un, tu as un seul plan. Tu l'as construit une fois, tu sais qu'est-ce que ça te prend comme matériaux exactement, tu sais comment le construire, tu peux planifier, tu peux prévoir d'avance. Ça a un avantage économique, c'est sûr et certain. Je veux dire, ça va avec ça va avec la production. C'est entre une production artisanale et une production industrielle, il y en a une qui va coûter pas mal moins cher que l'autre pour un bien donné. Par contre, c'est sûr et certain qu'au niveau de la réglementation, une réglementation peut venir quand même favoriser elle-même une forme de standardisation quand tu as mis tes paramètres un peu tout pareils, puis tu n'as pas laissé place à la créativité. Mais à la base, je veux dire, la standardisation peut faire l'affaire du marché pour venir réduire les coûts de production. Ça, il y a un peu de ça qu'on peut donner. Puis d'ailleurs, je te dirais, tu sais, une époque où il y avait relativement peu d'urbanisme, je veux dire, tu regardes une rue de Plex, on va dire, tu vois, à Montréal, ou par exemple, un exemple plus de Québec, un exemple dans Limoilou, mais des fois, il n'y a pas rien de plus pareil qu'un Plex de Limoilou qu'un autre Plex de Limoilou. C'est vrai. Mais tu sais, ils n'ont pas été construits à une époque où il y avait tant de règles d'urbanisme. Donc, le marché peut générer de la standardisation par lui-même. Exactement ça. Mais la standardisation, tu vois, j'ai quelque chose que peut-être que j'aime, c'est que vous avez parlé justement du fait de le critiquer. Puis c'est vrai qu'il y a des urbanistes qui vont venir critiquer la standardisation en disant, justement, c'est un truc du marché. Mais là où ton règlement, il dit, oui, il peut venir standardiser aussi. Mais en même temps, moi, je perçois aussi. C'est toujours la faute du marché. Hein? Ben oui, c'est ça. On le sait toujours. Mais il en demeure pas moins que il peut y avoir une forme peut-être de critique un peu élitiste, je vais le dire comme ça, là-dedans. Parce que tu peux vouloir cette diversité-là. Tu peux vouloir valoriser la diversité du cadre bâti. Je pense que c'est quelque chose de légitime. Je veux dire, pour l'œil, ça peut être plaisant. Il peut y avoir un attrait là-dedans pour venir créer différentes atmosphères. Quoi qu'en même temps, tu sais, je veux dire, en même temps, on n'arrête pas de vanter les quartiers de Plex comme étant les super quartiers les plus marchables, puis les plus ci, les plus ça. Ce qui est intéressant, par contre, le problème, c'est que j'ouvre 34 portes en même temps, puis j'en referme aucune quand je me mets à expliquer les affaires. Là, je vais commencer par fermer celle vers quoi je m'en allais. Donc, c'est peut-être le fait que moi, en tout cas, j'avais une conversation avec un membre de ma famille élargie en fin de semaine. Puis il me disait justement, je parlais justement que moi, je vais dans un quartier qui est un petit peu plus bigarré. Quartier du 450, mais un vieux quartier de 450 où est-ce qu'on retrouve un petit peu n'importe quoi. Puis, lui, il vivait dans un quartier de 450 plus moderne. Hein? Comme Lambertois, je dois dire, ça doit être Longueuil. Ben, écoute, mettons justement prendre les exemples de Rive-Sud. Écoute, j'aime bien ton exemple Longueuil. Quand tu dis genre, OK, t'as l'impression que c'est construit un peu n'importe quoi. Ben, j'y joue à mes préjugés. Oui, tout à fait. Et justement, lui, il me parlait d'un quartier, on va dire, mais Longueuil récent, mettons, c'est-à-dire justement avec quelque chose de très standardisé. Et lui, il disait, je préférais ça. Donc, en bout de ligne, les gens, justement, ont des préférences individuelles. Et là, ça devrait vous rejoindre. Et donc, je me dis, à travers tout ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui est de dire, un quartier peut être hyper standardisé, puis il y a des gens qui vont aimer ça. Puis la personne avec qui je parlais me disait pourquoi il préfère cette standardisation-là, parce qu'il y avait quelque chose de récent et de propre, alors que lui, dans son enfance, il vivait dans un quartier qui était comme plus bigarré, mélangé, puis c'était un quartier plus pauvre. Fait que lui, ça lui rappelait, à cette personne-là, ça rappelait une pauvreté ou une situation socio-économique qui lui avait été déplaisante. Et le fait de se retrouver dans un milieu qui était très différent dans sa forme de ce qu'il a connu, il trouvait ça plus intéressant, ça le rejoignait plus, il ressentait plus de bonheur et de satisfaction à se retrouver dans un environnement plus cookie cutter, pour reprendre l'expression en anglais. Là-dessus, est-ce que justement tout est tout pareil, les maisons sont toutes récentes, mais toutes du même style, puis avec le petit gazon tout coupé, tout ça, puis c'était lui, mais il préférait ça. Il y avait quelque chose de super intéressant là-dedans que je trouvais. Ça m'a fait réfléchir, moi, en tout cas, comme professionnel, au fait de dire, des fois, tu vas avoir des réflexes de dire qu'est-ce que tu préfères pas, mais tu le regardes sous ton œil à toi. Mais en même temps, il faut que si tu es censé agir comme professionnel dans l'intérêt du public, il faut que tu te rappelles que le public peut avoir des intérêts qui sont parfois divergents des tiens. OK. Juste, puis avant qu'on aille dans le Patreon, qui paye pour les folies réglementaires? Parce que là, on dit souvent, OK, combien est-ce qu'on paye pour ces folies réglementaires-là, mais aussi qui paye? Puis, donne-moi ton take là-dessus, puis go! Je te dirais que personne, en tout, on paye tous indirectement
pour les travers qui peuvent avoir notre réglementation. Écoute, tu peux avoir des questions, ça peut aller aussi loin que quand une région, justement, limite la construction pour toutes sortes de raisons. Ben, le fait que les gens, à ce moment-là, la quantité de logements devient limitée. On crée une rareté artificielle qui fait en sorte de faire monter les prix. Ben, le fait de devoir payer plus cher pour s'établir dans cette région-là, ça crée une perte, cet argent que les gens n'ont pas. Ça fait aussi en sorte qu'il y a des travailleurs qui pourraient améliorer leur sort en déménageant dans une région où il y a une croissance économique forte, mais où on a limité le nombre de logements. Ne pouvant pas déménager à cet endroit-là, ne peuvent pas participer à l'économie, ne peuvent même pas améliorer leur propre situation. Parce que oui, ils pourraient déménager, mais pour avoir des plus forts. Donc, la question de la mobilité, tu vas l'avoir là. Le fait que maintenant, les gens qui sont déjà là, dans une région donnée, mais qui vont payer plus cher parce qu'il y a une rareté et puis les prix montent, alors que volontairement, justement, on a limité la capacité à construire, on a créé des barrières qui font en sorte aussi que tu as moins d'entrepreneurs. Quand tu es un petit, puis je le vois, moi, quand tu es un petit développeur, puis que je t'annonce que juste pour que ton projet soit évalué à savoir s'il est passable ou il n'est pas passable, ça te prend des plans d'architecte, des plans d'ingénieur, un plan d'architecture du paysage, puis il faut que tu aies déjà pensé à combien ton bassin de rétention va être gros quand tu ne sais même pas si la ville va accepter ton projet à 4 étages ou à 8 étages. Ben, ça a des coûts, ça aussi. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on nous permet qu'à des gros promoteurs immobiliers de passer à travers ces barrières à l'entrée, de passer à travers ces normes-là. Donc, souvent, justement, on dit comment? Justement, c'est une économie immobilière, c'est une économie, justement, de gros joueurs super capitalistes. Ben oui, mais ça empêcher tes petits nouveaux joueurs, je vais dire, à ton échelle humaine, moi, je vais dire comme ça, une échelle humaine. Ça me parle, ça. C'est ça, eux autres, t'es empêchés, tes petits entrepreneurs, tes jeunes pousses à faire comme avec des projets, des nouveaux petits projets, mais que tu auras rendu à job tellement compliqué qu'ils abandonnent et qu'ils vont se lancer dans d'autres domaines économiques à la place. Ce qui est fou, c'est qu'avec ce que tu viens de décrire là, c'est que tu expliques en gros pourquoi il y a une inertie dans le monde de la réglementation. C'est que les joueurs déjà en place, bien établis, qui ont la capacité de passer au travers de ce cadre réglementaire-là, passer au travers des barrières à l'entrée, ben, eux autres, ils ne veulent pas que le système change. Ils veulent que ça demeure difficile pour empêcher la compétition d'entrée. Puis quand tu regardes des gens qui ont de l'argent dans leur poche, qui regardent l'immobilier, qui voient la complexité, qui probablement même de faire affaire avec une firme comme la vôtre, pour eux, c'est onéreux, ben, eux autres, ils se disent, ben, écoute, sais-tu quoi, je vais mettre mon argent ailleurs. L'immobilier, c'est pas bon pour moi. On va faire affaire avec un fonds d'investissement ou des choses comme ça. Fait que tu es vraiment dans une période où ce que tu dis, ce qui est fou, c'est que les gens à qui ça nuit, toute cette réglementation-là, c'est des gens qui, entre guillemets, n'existent pas, dans le sens que c'est l'entrepreneur qui n'est jamais devenu entrepreneur. C'est le promoteur qui n'a jamais construit son habitation. C'est le nouvel acheteur qui n'a jamais acheté sa première propriété. C'est tous des gens qui, dans les yeux du maire, dans les yeux des conseillers, ils n'existent pas réellement. Parce que c'est un potentiel inexploité. C'est une activité économique qui ne s'est juste jamais produite. Fait que c'est ça, je trouve, qui est un peu difficile pour argumenter dans le système actuel. C'est de dire, les gardiens du donjon sont les propriétaires existants, les promoteurs existants, les fonctionnaires en place. De l'autre côté, les gens qui sont défavorisés par le système ne votent pas, n'existent pas. C'est de la fiction pour bien des gens. Fait que c'est ça qui rend difficile. Il faut vraiment avoir une conscience économique, une culture économique assez développée pour dire voici ce qui est bon à long terme. C'est une libéralisation. Puis d'aller dans cette direction-là va faciliter la vie à tout le monde. Et peut-être que le coût à subir pour y arriver, c'est qu'il va y avoir une petite baisse dans la valeur des propriétés existantes. Déjà là, tu essaies de te faire élire avec un programme de même, puis tu dis que ça en est quasiment difficile ou pratiquement impossible tant et aussi longtemps que le premier acheteur qui veut acheter, c'est quelqu'un qui a 38 ans et qui n'a pas été encore capable de s'acheter une maison. Il faut que le premier acheteur devienne quasiment une caricature pour que finalement ça puisse avoir une traction, cette idée de libéralisation-là. Bien, c'est surtout, en fait, qu'il y a toute une culture à développer par rapport à ça. Puis, je veux juste faire une parenthèse par rapport aux promoteurs immobiliers. Je te dirais que moi, ce que je constate, c'est que même des gros joueurs commencent à être tannés, commencent à trouver ça lourd. Parce que même eux commencent à voir que
pourquoi est-ce qu'il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, j'étais capable de faire ça, puis moi, c'était peut-être pas nécessairement facile, mais j'étais capable de passer au travers, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi compliqué. Puis ça, je te dirais que c'est même, tu sens peut-être même au niveau du discours, eux aussi commencent à être sensibilisés. Quand tu regardes, par exemple, l'Institut du développement urbain, l'IDU, qui regroupe finalement beaucoup de promoteurs immobiliers dans les grandes villes, Montréal, Québec, eux aussi commencent à venir dire, écoutez, là, vous devez alléger. On ne peut plus continuer comme ça. Même nous, là, on s'en pris à la gorge par toutes ces réglementations-là, par toutes ces difficultés-là. Et ça nous empêche même de bien réussir. Ça rend les choses extrêmement compliquées. Mais comme tu dis, c'est parce qu'il faut que les gens qui sont touchés par ça réalisent que la libéralisation des normes va les aider. Tes petits joueurs qui veulent commencer dans le domaine de l'immobilier, puis commencer à susciter des projets, puis pour reprendre un thème, je disais des projets entre à échelle humaine. Là. Tu sais, je disais, écoute, je trouve une maison, puis je la transforme en 4plex ou en 6plex, pas en un 200 logements, mais juste ça, déjà, ces joueurs-là, actuellement, sont pris quand le zonage, je dis, ouais, mais moi, 80% de ma ville, c'est de l'unifamilial isolé, puis ça va rester comme ça. Où sont les opportunités dans ce temps-là? Tu sais? Donc, ces éléments-là, comme le premier acheteur, comme on disait, mais encore là, c'est qu'il y en a pour qui le discours, c'est de dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il achèterait de la propriété quand on pourrait faire comme dans des villes comme Vienne, où est-ce que 60%, là, j'exagère un peu, mais 60% de la population vit dans du logement social, puis là, le logement social, ça réunit tout le monde, puis écoute, là, c'est un beau rêve collectif, puis peut-être bien que ça fonctionne à Vienne, mais tu sais, je pense pas qu'on a une culture de la propriété collective, puis de vivre en appartement au Québec qui soit aussi développée que celle-là. Et est-ce que c'est ça que tu souhaites non plus? On fonctionne dans un contexte nord-américain, mais peut-être que la solution, au contraire, c'est d'offrir des opportunités à des gens de vivre dans des milieux qui sont changeants, mais qui vont changer par incrément, plutôt que de mettre un couvercle sur une marmite puis d'essayer de garder le couvercle dessus jusqu'à ce que ça nous pète au visage. Écoute, Yann doit y aller, là, je sais que dans pas longtemps, fait que on va aller sur Patreon. Fait que toi puis moi, on va continuer jusqu'à ce que Frank se joigne à nous, s'il se joint à nous, s'il nous aime assez pour ça. Pour le reste, je présume que je dois faire le message que Yann fait tout le temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de devenir des abonnés Patreon si vous voulez. Puis si vous avez aimé la vidéo, faites un like, faites un subscribe, partagez-le avec vos amis. Puis rappelez-vous, les gens de l'IRES sont des gens incompétents. Yes.